Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons nous demander ensemble quels sont les mécanismes qui existent pour garantir son épargne. Un questionnement qui intervient après le mois de mars chahuté sur les marchés financiers, et notamment dans le secteur bancaire, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Clément Blériot. Bonjour Clément Blériot. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le gérant de 1909 Gestion Privée. Alors effectivement, si on se pose cette question aujourd'hui, c'est que le mois de mars a été un petit peu inquiétant pour un certain nombre d'épargnants, que ce soit les difficultés, voire la faillite effectivement de Silicon Valley Bank aux États-Unis, qui a enclenché effectivement des questionnements en chaîne sur des banques régionales aux États-Unis, et ensuite l'épisode Crédit Suisse ou Deutsche Bank que nous avons suivi sur ce plateau. Un certain nombre d'épargnants se demandent effectivement si leur épargne est à l'abri lorsqu'elle est sur un compte bancaire. Et c'est une très bonne question. Donc effectivement, on a eu un mois de mars particulièrement chahuté avec 3 épisodes successifs. Premier épisode, c'est effectivement, ça vient d'outre-Atlantique et c'est souvent de là que viennent les problèmes. Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, effectivement, on a eu Silicon Valley Bank, mais on a aussi 2 autres banques régionales qui ont fait faillite, oui. Donc au nombre de 3, avec des répercussions forcément sur le monde. Et puis ensuite, on a eu le Crédit Suisse qui a été racheté par UBS. Bien sûr. Et puis, les dernières en date, c'est les petits soucis liés à Deutsche Bank. Qu'est-ce qu'on peut en dire à quelques jours ou quelques semaines après? C'est qu'en gros, tout a été plus ou moins réglé. Donc, c'est plutôt encourageant. Mais ça nous fait nous questionner sur quels sont les mécanismes aujourd'hui d'épargne en France pour les contribuables français, ou en tout cas les épargnants français. Bien sûr, oui. Et donc, c'est important de remettre à jour les informations qui existent. Donc... Alors, on va y venir. Juste avant, on précise quand même qu'effectivement, à ce jour, il n'y a pas de risque identifié sur le système bancaire français. Simplement, effectivement, il est bon de savoir que une partie de son épargne déposée sur un compte est garantie, ou en tout cas, il y a une limite à la garantie de l'épargne déposée sur un compte bancaire. Oui, et ce serait dommage d'aller au-delà de la garantie, ce serait même un peu fou. Donc, où va l'épargne des Français? En gros, c'est sur l'épargne réglementée, tout ce qui est livret A, livret jeune, livret d'épargne populaire, PEL, donc plein épargne logement, compte épargne logement, etc., etc. Et puis l'assurance vie. Donc, on a 2 systèmes de garantie distincts. D'accord. Parce que d'un côté, ce sont les banques, et de l'autre côté, ce sont les compagnies d'assurance. Donc, pour ce qui est des banques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à fin 2022, on avait 2000 milliards d'euros sur des dépôts bancaires. D'accord. Et 860 milliards d'euros sur tout ce qui est épargne réglementée. D'accord. Donc c'est quand même une somme importante. Ouais. Ça a dû un peu augmenter puisque les taux ont augmenté donc, dernièrement. On est aujourd'hui à 3% sur le livret A, ce qui est pas mal. On met de côté l'inflation, bien sûr. Bien sûr, oui. Et donc, aujourd'hui, quelle est la garantie sur le système bancaire? On a donc 100 000 euros sur tout ce qui est dépôt et livret bancaire. Ce qui fait que même en cas de faillite d'une banque, on récupérerait jusqu'à 100 000 euros déposés sur un compte en banque. Exactement. Sous un délai de 7 jours. Donc, c'est assez rapide. Et c'est donc l'ACPR, l'autorité de tutelle, donc, qui est conjointe à la Banque de France, donc l'autorité de contrôle de prudence et de résolution, qui est à la manœuvre. C'est-à-dire que c'est elle qui va décider si une banque est en faillite ou n'a plus la possibilité de jouer son rôle de banque. On a, parallèlement à ça, 70 000 euros de garantie sur tout ce qui est titre. Donc, d'accord. Pas compte espèce, mais vraiment titre en tant que tel. Donc détenu quoi, sur un compte titre ou un PEA, par exemple? Exactement. D'accord. Voilà. Avec là un délai de traitement un peu plus long, puisqu'on est entre 2 et 3 mois. On ferait entre 2 et 3 mois. On a des petites mesures exceptionnelles, parce que, par exemple, on peut très bien avoir beaucoup d'argent sur son compte courant de manière exceptionnelle, suite à la vente d'un bien immobilier, suite à une succession ou autre. Et là, si c'est intervenu 3 mois avant la défaillance de l'établissement, on a 500 000 euros de garantie. D'accord. Okay. Voilà. C'est un cas particulier, mais effectivement, c'est bon à avoir en tête. Ça peut rassurer certains qui ont peut-être une somme importante sur leur compte courant de manière temporaire. Provisoire, oui. Voilà. Donc, ensuite, si on fait le switch sur l'assurance vie, bien sûr, oui. La garantie, donc, elle est de 70 000 euros. D'accord. Par compagnie d'assurance. D'accord. Il faut faire attention. Si un assuré a plusieurs contrats d'assurance vie, on s'en fiche. C'est 70 000 euros par compagnie d'assurance. Donc, s'il a plusieurs contrats dans une même compagnie d'assurance, ce sera 70 000 euros. En revanche, s'il a plusieurs contrats dans plusieurs compagnies d'assurance, là, pour le coup, ça multiplie automatiquement les garanties. Exactement. D'où l'idée de ne pas mettre
tous ses œufs dans le même panier. Bien sûr, oui. On va, à mon avis, y revenir, je ne sais pas pourquoi. On y reviendra peut-être. Donc voilà, donc, comment sont organisés ces systèmes de garantie? Donc on a des fonds donc différents. Le fonds d'assurance, le FGAP pour les compagnies d'assurance, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution, donc FGDR pour tout ce qui est les banques. Alors, juste un mot sur les banques. On a évoqué effectivement cette garantie de 100 000 euros. Quand on a de l'argent sur un livret réglementé, ça rentre dans cette garantie-là, ou il y a une autre garantie pour les livrets réglementés? Dépôt et livret réglementé rentrent dans la même garantie des 100 000 euros. Voilà. Voilà. Parfois, il y a un amalgame qui se fait justement. Donc, c'est bien de le préciser. Donc, effectivement, il y a deux fonds ensuite qui permettent effectivement de soutenir finalement ces dépôts et de les garantir. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir est-ce que ces fonds seraient en pratique en mesure d'assurer les garanties, Clément Blériot? C'est une excellente question. Aujourd'hui, donc, alors, j'ai pas réussi à avoir les derniers chiffres. Bon, alors, je sais pas si c'est par opacité ou parce que les chiffres ne sont pas encore sortis. Mais en tout cas, effectivement, quand je regarde donc le fonds de garantie de dépôt et de résolution, donc pour la partie bancaire, on a un encours de 6 milliards d'euros. D'accord? Si on se rappelle combien on a en banque, on a 2000 milliards sur les dépôts bancaires et 860 milliards sur tout ce qui est livret et épargne réglementée. Bien sûr. Donc 6 milliards sur le fonds de garantie, 2860 milliards. Donc ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas, mais ça voudrait dire que toutes les banques feraient faillite. Bon, on peut se dire qu'un établissement pourrait faire faillite, et il faudrait voir effectivement qu'est-ce que ça impliquerait. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on a 6 milliards d'euros sur le fonds de garantie de dépôt et de résolution, et on pourrait se dire, c'est un peu léger. C'est un peu léger. Voilà. Ce qu'il faut se dire quand même, par rapport, justement, on parlait des États-Unis, les banques européennes ont une réglementation qui est quand même beaucoup plus drastique, beaucoup plus contraignante que les banques régionales américaines. Nous, on est régi donc par ce qu'on appelle BAL 3 et Solvabilité 2, qui ont des normes de contraintes réglementaires, notamment liées à la solvabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2016, une banque doit avoir au minimum un ratio de solvabilité supérieur à 100%. Le ratio de solvabilité, c'est quoi? C'est les capitaux propres divisés par le passif. D'accord. Et il faut que ce soit supérieur à 100. Et quand on regarde les derniers chiffres, les mauvais élèves sont à plus de 150%. Donc de ce point de vue-là, on est tranquille. Donc on ne risque pas une crise de solvabilité a priori. En revanche, on peut avoir une crise de liquidité liée par une crise de confiance. C'est-à-dire qu'à un instant T, on ne soit pas capable de sortir tout l'argent que des épargnants voudraient par exemple sortir lié à une crise de confiance. Exactement. Même les meilleurs élèves. Donc tout est lié à une question de confiance. Et c'est pour ça que les autorités de tutelle, les gouvernements, les responsables essayent de rassurer les clients. C'est parce qu'effectivement, leur rôle, c'est de rassurer. C'est sûr que si tous les clients d'une banque sortent leur argent au même moment, ça va créer un problème. C'est ce qui s'est passé outre-Atlantique. Bien sûr. Oui. Outre-Atlantique, en fait, si on prend l'exemple, même s'il est vraiment un peu éloigné du modèle français, outre-Atlantique, donc il y a eu des retraits massifs et la banque n'a pas pu faire face à ces retraits massifs. Pourquoi? Parce qu'elle avait aussi... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, ils rémunèrent les dépôts. En France, on l'a fait, mais revenu à des taux zéro, c'était plus possible. Et donc, les premiers retraits ont été faits parce qu'ils avaient une meilleure rémunération ailleurs. Donc, ils sont partis de là. Ça a généré donc ces problèmes-là. Deuxième effet, c'est qu'en fait, la banque avait placé sur des obligations d'État, qui sont somme toute classiques, sauf qu'avec l'augmentation des taux, les obligations qui avaient été souscrites ont perdu de la valeur. D'accord ? C'est pas un problème en soi si on va au terme de cette obligation. Parce tant qu'on n'est pas obligé de vendre de manière précipitée. Mais si on est obligé de vendre au moment où la valeur de l'obligation est inférieur, ça crée un trou dans le bilan. Et c'est là où, finalement, après, ça peut générer un problème. Pour résumer, Clément Blériot, donc effectivement, le système bancaire français est particulièrement solide, vous nous l'avez précisé. Il existe des mécanismes de garantie. Alors, on peut se poser la question du volume d'encours, effectivement, dans ces fonds, mais ils existent et vous nous avez détaillé leurs mécanismes. Si on veut, derrière, mettre en place une stratégie de protection particulièrement renforcée de son épargne, est-ce qu'il existe des astuces
astuces ou des bonnes pratiques à mettre en place? Oui, ce qui est sûr, c'est que déjà, il faut vérifier quels sont nos avoirs et quel montant on a dans les banques. Surtout ne pas dépasser 100 000 euros, ce serait une hérésie. D'accord ? Et ça ne sert à rien de garder trop d'argent sur son compte courant. Aujourd'hui, on a de l'épargne réglementaire qui rapporte entre 2 et 4 %. Autant l'utiliser. Ensuite, il faut vraiment diversifier. Donc, que ce soit ses actifs, ses classes d'actifs, ses partenaires, ses fournisseurs. Et donc, par exemple, pour mes clients, on a forcément de l'or, on a de l'action, on a de l'obligataire, on a un peu de crypto, on a un peu de non-coté. Voilà. Et si on a la possibilité de pouvoir faire de l'assurance vie luxembourgeoise qui est réservée aux personnes qui disposent, on va dire, de 100 000 euros, on va le faire. Pourquoi ? Parce que l'assurance vie luxembourgeoise bénéficie du système de sécurité supérieur à ce qu'on peut trouver en France. Là, vous nous avez donné un panel très large. C'est du coup, l'objectif, c'est de diversifier au maximum pour se dire tout ne sera jamais corrélé en même temps. Et donc, ça permet de protéger de toute façon un aspect de mon épargne par rapport à des variations sur un autre aspect. L'objectif, c'est de protéger son patrimoine au mieux. Donc, on peut avoir confiance dans les banques, mais il faut quand même garder des garanties. Le risque zéro n'existe pas, même sur un dépôt bancaire de la meilleure banque française. Donc, pensez à soi, pensez à son patrimoine. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Le risque zéro n'existe pas. Voilà, ça, ce sont des adages qu'il faut bien garder en tête. Et bien retenir. Merci beaucoup, Clément Blériot. Je rappelle que vous êtes gérant de 1909 Gestion Privée. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite sur Bismart.